Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. On va revenir tous ensemble cet après-midi sur la défaite des Nantais. C'était au Stade Rennais samedi en fin d'après-midi. 2-1 donc au stade de la Route de Lorient. On va reparler avec nos trois invités du jour. Mais avant tout cela, eh bien, on va évidemment vous donner ce premier tweet de l'après-midi. Il est signé Moxul-Ski Maxime 1. Si l'arbitre n'a pas besoin de la vidéo, payez-lui au moins des lunettes. On va en reparler et en débattre avec nos trois invités du jour. On va commencer par saluer Fabrice Pancrate qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Merci Fabrice. Merci à vous. Ça faisait longtemps. Hein. Ouais, ça faisait un moment. Hein. J'ai changé de plateau, je voyais un peu d'argent qui rentrait. Ça va. Hein. Ça va, c'est pas mal. C'est pour ça. Ça a revenu un petit peu nous. Exactement. Voilà, bon, très bien. Merci aussi à Pierre-Arnaud Barre de Presse Océan qui nous fait l'amitié d'être parmi nous. Salut Pierre-Arnaud. Non, merci de m'avoir invité. Et puis à Nicolas Gillet qui revient sur ce plateau également de Canary Play. Le tout nouveau, tu l'avais pas vu encore? Non, pas le nouveau, donc ravi d'être là aussi. Eh ben, on va débattre, messieurs, de cette défaite. On va dire encore une défaite parce qu'on n'était pas habitué depuis le début de la saison. On va commencer par celui qui était présent au stade de la Route de Lorient. On va lui demander son avis à Pierre-Arnaud. Cette défaite nantaise, elle est logique? Logique, le nul aurait peut-être été un petit peu plus logique sur la physionomie du match et parce qu'il y a eu une erreur d'arbitrage sur le premier but. Après, c'est pas non plus un scandale de repartir avec la défaite vu ce que Nantes a montré sur ce match-là. C'est vrai qu'on était un petit peu déçus. Moi, j'ai été déçu personnellement de la prestation par rapport au fait que ce soit un derby, à Rennes, un gros match. Enfin voilà, j'attendais un petit peu mieux. Manque d'investissement des Nantais, on va peut-être en reparler. Alors c'est Ludo Ch'ti Canary qui nous dit on ne peut pas se cacher que derrière l'arbitrage. Ça tombe bien, on va montrer bien en photo monsieur Rudy Buquet, l'arbitre de cette rencontre. Il manquait beaucoup d'ingrédients côté nantais. Alors Nicolas Gillet, est-ce que l'arbitre monsieur Buquet est à l'origine de la défaite du FC Nantes? C'est plus facile de se cacher derrière des erreurs d'arbitrage que sur le contenu du match. Donc il y a le premier but qui est plus que discutable forcément, mais après il y a eu un retour des Canaries et puis après Rennes a réussi à marquer à la fin. Donc se retrouver à 10, ça a été aussi handicapant pour Nantes et je pense pas que sur les deux cartons jaunes il y ait quelque chose à redire. Donc voilà, moi j'ai vu en grande partie la deuxième mi-temps parce que la première c'était un peu plus compliqué, mais la deuxième, les Nantais ont joué vraiment quand ils se sont retrouvés à 10 et menés au score. Donc ça, c'est surtout ça qui est dommage. Ouais, Rosen City, un supporter du Stade Rennais qui nous dit n'empêche, il faut être sacrément gonflé côté nantais pour dire que l'arbitre est l'homme du match quand tu as un seul tir cadré au compteur. Et c'est vrai que le seul tir cadré, c'était le penalty marqué par Emiliano Sala. Ça fait longtemps, Fabrice, que le FC Nantes n'est pas allé s'imposer du côté de Rennes. La dernière fois, je crois que tu y étais. C'était pas ce fameux match qu'on avait gagné. Avec on avait gagné. Qui marque le cadeau, un 3-0 là-bas, effectivement. C'était la dernière victoire au stade de la Route de Lorient. C'était une sacrée ambiance, 3-1. Ouais. 3-1, c'est vrai que c'était 3-1, mais avec quasiment 2500 supporters nantais dans le parcage. Tu as un souvenir de ça? Oui, bien sûr, parce que c'était notre grand retour parmi l'élite. Et puis ce derby, tout le monde attendait. Donc tout le monde pensait que nous, on allait fermer le jeu à l'époque, alors qu'on avait joué. Et puis on avait gagné ce match de fort belle manière. Et puis ce 3-0, c'était l'apothéose pour nos supporters. C'est particulier d'aller gagner à Rennes. C'est particulier. Et puis ils étaient 2005, on les avait entendus surtout. Ils avaient éteint le stade de la Route de Lorient. Donc c'était un petit beau cadeau pour eux. Et puis pour nous aussi, c'était une façon de se dire, de marquer notre retour parmi l'élite. Buquet est responsable à 100%, Pierre-Arnaud, de cette défaite des Nantais. Alors on l'a dit, un premier but entaché d'un hors-jeu évident, peut-être d'une faute aussi sur Diego Carlos, un deuxième but où c'est un peu litigieux avec Emiliano Sala? Les buts sont litigieux, après c'est ce qui arrive aussi faut voir aussi tout le match, toute la prestation des deux équipes. Pour le coup, c'était un bon derby dans le sens où il y a eu des contacts, des duels, des contestations sur énormément de situations. Des cartons, pas mal. Voilà, des cartons, pas mal. L'expulsion de Nicolas Pallois est pour moi totalement justifiée. Enfin, le premier carton jaune, c'est une contestation après le premier but. Mais le deuxième, moi, je suis pas joueur de foot ni défenseur, mais joueur de foot professionnel, défenseur, fauché comme ça, casserie, alors que le ballon part en touche, pour moi, c'est une grosse erreur. On peut le mettre en photo, Nicolas Pallois, d'ailleurs, en même temps, puisqu'on en parle. Oui. C'est vrai que quand on est défenseur, et ça tombe bien, on en a un sous la main, Nicolas Gillet, quand on prend un jaune pour contestation à la 51e, est-ce qu'on a le droit de faire le geste qu'il fait défensivement 6 minutes plus tard? C'est pas question d'avoir le droit ou pas, c'est question d'être plus réfléchi. On sait qu'on a un carton, c'est pas une intervention super urgente à faire sur le côté comme ça. Encore, ça avait été devant la surface et que c'était 1 contre 1. Je veux bien comprendre, mais c'est vrai que c'est dommage parce que
parce que à ce moment du match, ça pénalise sacrément l'équipe. Et voilà, c'est juste le truc à faire. Il faut essayer de... Des fois, quand on est parti dans son action, on oublie, mais un joueur d'expérience comme lui, je pense qu'il il aurait pu l'éviter. En plus, ça change, ça change aussi le reste du match dans la mesure où ça se déroule 6 minutes après le premier but. Et donc, il y a le premier but qui est qui fait mal, qui fait mal parce qu'il arrive juste au retour des vestiaires, qui est litigieux. Et derrière, il y a le carton rouge en 10 minutes. On se retrouve avec le match qui bascule et ça change, du stade, ça change complètement l'ambiance parce qu'il y a le public rennais qui est très content. On sent les joueurs abattus. Ça change vraiment toute la physionomie du match. Effectivement, et pourtant, paradoxalement, à 10 contre 11, les Nantais vont mieux jouer. On se dit qu'au départ, il y a eu des consignes de données précises de Ranieri, parce qu'avec 23 points quand même avant ce match-là, on pouvait dire que le FC Nantes pouvait se lâcher. Je ne crois pas que c'est le mot d'ordre chez le coach italien. Il a assez répété, à savoir que 1-0, c'était bon pour lui. 1-0, c'était parfait pour lui. Et 1-0, c'était très bien pour lui. Oui. Donc, à travers ces mots-là, on comprend qu'il cherche avant tout se rassurer, être efficace, avoir des points, parce qu'il ne faut pas oublier que le début de saison était très difficile et qu'il était en ligne de mire parce qu'il n'y avait pas le jeu escompté sur le terrain et puis ni les résultats. Aujourd'hui, on peut lui reprocher effectivement d'être trop défensif, de ne pas faire briller son équipe comme on a pu le voir l'année dernière avec Conceição. Mais les résultats comptables, je dirais, parlent pour lui. Et quand tu es entraîneur, ça te met dans un certain confort parce que c'est un métier qui n'est pas très facile au jour le jour. Oui, vas-y Pierre. Non, mais le problème, c'est que c'est une équipe aujourd'hui, Nantes, qui n'a pas beaucoup de marge. En fait, on l'a vu, il y a eu 2 défaites initiales en championnat. Après, ils ont 8 matchs sans défaite. Tout le monde s'est un peu enflammé. Et ça fait plaisir à tout le monde de voir Nantes aussi haut. Ranieri disait attention, on prend les points, mais le classement, on ne regarde pas. Et en même temps, il disait que la qualité de jeu allait s'améliorer. Oui, la qualité des jeux peut s'améliorer, mais toutes les victoires ou les matchs nuls qu'il y a eu, Nantes n'a jamais gagné par 2 buts d'écart. A eu beaucoup de réussite. C'est Adrien Thomasson qui rappelait ça d'ailleurs à Rennes avec le penalty à Metz, des buts miraculeux sauvés sur la ligne, je pense à Strasbourg, des buts incroyables. Et en fait, si on enlève un petit peu cette réussite et qu'en plus on met des petits faits de jeu litigieux comme le problème de l'arbitre, on se retrouve avec une équipe qui, au lieu de gagner 1-0, se retrouve à perdre 2-1. Effectivement, et oui, Nico. Non, mais ce qui est paradoxal, Nantes a été bon quand ils ont commencé à aller chercher plus haut. Rennes n'arrivait plus à s'en sortir. Rennes était acculé dans son but à 10 contre 11. Les Nantais, c'était quasiment le même groupe en deuxième partie de saison l'année dernière, et ils ont eu cette habitude-là d'aller chercher haut. Ils sont capables de le faire. Donc on se rend compte aussi qu'ils ont été dans de meilleures dispositions à partir de ce moment-là. Mais ça veut dire qu'au départ, les consignes de Ranieri, c'était de jouer avec un bloc bas. Je pense. C'est comme d'habitude. Début de l'année, donc comme d'habitude. Mais après, est-ce que les joueurs ont le profil pour pouvoir refaire les 60 mètres pour aller attaquer après? Est-ce que les attaquants sont très esselés? Forcément, qu'il y a peu de tirs cadrés par match et qu'il faut un maximum de réussite pour avoir des résultats après. Parce que tu te mets en danger quand tu défends bas. En plus, tu peux te mettre en danger parce que tu subis quand même pas mal. Pour moi, Nantes avait du stade, j'avais l'impression que Nantes voulait chercher haut. Il y a toujours un peu le même dispositif, mais la ligne de défenseurs était assez haute sur le terrain, près de la ligne médiane. Je pense qu'ils voulaient chercher, mais c'est aussi Rennes qui a fait un très bon début de match. Ils étaient partis en stage 3 jours. Eux ont bien, pour moi, commencé le derby en mettant de l'impact. Ils jouaient à une touche de balle, ils essayaient de prendre la défense nantaise dans le dos. Donc je pense que Nantes a eu un peu chaud en début de match. Après, ça a été mieux. Ils ont concédé des occasions juste avant la mi-temps, ce qui les a un peu refroidis. Ils prennent le but derrière. Et pour moi, là où je suis d'accord avec toi, c'est que Nantes joue beaucoup mieux après le carton rouge, parce que il se bouge un peu. Mais il ne faut pas oublier aussi le fait que Rennes est une équipe encore en crise et en manque de confiance, et qu'ils sont complètement liquéfiés après avoir ouvert le score. Et quelque part, vous avez été joueur de foot, se retrouver à mener 1-0 à 11 contre 10, quelque part, parfois, ça peut aussi jouer en cette défaveur. Ouais. Dans le sens où ils étaient en manque de confiance. Et après le deuxième but, heureusement qu'ils marquent pour eux à la 88e, parce qu'ils étaient devant leur but les dernières minutes. C'est vrai que les Nantais se sont même créés quelques occasions dangereuses. Alors, Fabrice Pancrate, vous êtes maintenant consultant SFR Sport, chez nos confrères, avec pas mal de matchs du PSG, donc ça régale un peu. Ouais. Quand tu regardes des matchs du FC Nantes, c'est pas la même chose? C'est 2 planètes différentes, c'est 2 championnats différents. On dirait, non, tu vois, mon nez, ça mangerait tout de suite. Mais non, effectivement, ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer non plus l'incomparable.
Seule chose qu'on peut voir sur certaines phases de jeu du FC Nantes, sans même comparer à Paris, quand tu regardes, comme disait Nico, l'effectif n'a pas beaucoup changé à part quelques joueurs clés. Le départ par de rapport Gilet, mis à part saison, ça. par rapport à la saison passée. Donc ce qu'ils étaient capables de faire la saison passée, pourquoi ils ne sont pas capables de le faire cette année? Parce qu'on leur donne pas ces Parce consignes. qu'ils n'ont pas la même consigne. Mais alors que les qualités, ils les ont. Aller chercher haut, jouer au ballon, la conserver, temps fort, temps faible. Je m'en souviens, à la fin de saison, avec Onceo l'année dernière, le FC Nantes jouait très bien. Il faisait plaisir même sur le terrain à avoir joué. Ça jouait en redoublement de passes, ça jouait dans les intervalles. Ça mettait 3 buts, 4 buts parfois. 3 buts, ça allait chercher l'adversaire quand il fallait, ça acculait. C'était beau à avoir joué. Et tout d'un coup, ces mêmes joueurs, t'as l'impression, bon, pas tétanisés, parce qu'ils ne le sont pas, mais voilà, bridés parce qu'il y a un code de jeu à respecter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as 2 lignes devant le but, une espèce de sapin, comme on dit, qui est fait, et ça sort pas. Un sapin, tu connais aussi l'expression. Hein. Non, ça me fait C'est rire. joli. C'est joli, mais alors ça veut dire que Ranieri, c'est finalement pas l'homme de la situation à Nantes? Si, c'est l'homme de la situation. Pourquoi? Parce que Ranieri, c'est son jeu, ça. Mais il fait ce qu'il a. Parce que à Monaco, avant qu'il se fasse évincer, il avait des résultats. Ça joue aussi. Mais avec les mêmes consignes, il avait des joueurs plus forts aussi. C'est-à-dire que même si ces consignes, il les donnait, tu sais très bien, Nico, c'est les joueurs qui jouent sur le terrain. Tu peux avoir les consignes que tu veux. Après, c'est le ballon qui parle. Donc, avec les joueurs de certaines qualités, tu peux pas te contenter de seulement de défendre. Donc, ça passait. Mais là, avec des joueurs plus jeunes, moins matures, t'as Ranieri qui arrive, c'est un patron. On connaît son curriculum vitae. Donc les joueurs n'outrepassent pas voilà, en fait, les consignes. tu peux pas. Ils osent pas aller plus loin de ce qu'on leur demande. Alors qu'ils seraient capables de le faire. Alors qu'il serait capable effectivement de le faire. Alors Claudio Ranieri, lui, à l'issue de ce match, et puis Arnaud, tu ne me contrediras pas, il a dit que le joueur de la rencontre, ça avait été l'arbitre, avec beaucoup d'ironie à l'italienne, comme il en a l'habitude. Et pourtant, on va dire plutôt, nous, que le joueur de la rencontre, depuis le début jusqu'à la fin, et voire même après le match, ça aurait été cet homme, vous allez le voir, c'est Wabi Kazri qui en a fait voir de toutes les couleurs au FC Nantes. L'attaquant rennais qui a été positionné en avançante, alors que c'est vraiment pas un numéro 9 de métier. Mais lui, au moins, on pourra en reparler, en discuter, mais le côté technique, il l'a. Ah oui. Contrairement à certains Nantais qui nous ont déçus sur ce match. On va pouvoir parler d'Emiliano Sala, par exemple, qui, le premier quart d'heure, a loupé tous ses contrôles. C'était le gros problème pour moi à Nantes sur ce match-là, c'est que Emiliano Sala devait garder le ballon pour permettre au bloc de remonter, et en fait, il le perdait, ce qui fait que Nantes rendait tout de suite le ballon. Et c'est vrai que c'est un peu une déception parce que Claudio Ranieri avait aligné à la fois Emiliano Sala et Préjus Nakoulma. On attendait à ce qu'ils jouent un peu ensemble et je pense qu'ils se sont pas trop trouvés sur ce match-là. Oui, ça c'est décevant. C'est là qu'ils auraient dû changer. Quand tu dis donner le ballon pour permettre au bloc de remonter. Parce que vous me parlez d'Emiliano Sala, mais on connaît ces qualités d'Emiliano Sala. C'est comme si tu me parlais, moi, à mon époque, Aristigueta. Tu joues avec les qualités de tes joueurs sans les critiquer. Tu sais, quand tu donnes le ballon à telle personne, tu sais ce qu'il va en faire. Tu joues avec ses qualités. Emiliano Sala, sans surprise, c'est comme ça son jeu. Il n'arrive pas à garder le ballon. C'est un charognard, il va presser, ça fait du bien quand tu vas aller chercher le ballon. Et en complément avec un gars comme Nakoulma qui est puissant, qui est capable de lui la garder. Mais si tu demandes à Emiliano Sala de garder le ballon, de jouer en 1-2-3, tu peux pas parce qu'il ne sait pas le faire. C'est pas critiquer de dire ça, c'est de constater des qualités intrinsèques du joueur. Il est bon, il est charognard, il met les buts, il est dans les carrés. Mais si tu attends de lui de faire monter le bloc plus haut et de garder les ballons, tu t'es trompé. C'est pas sa qualité première. Emiliano Sala qui, pourtant, par le passé, même cette saison, a réussi quelques matchs comme ça dans ce rôle de pivot, a bien trouvé cette irrégularité chez lui, chronique, qui pose problème. Non, moi je critiquerai pas particulièrement Emiliano Sala sur le début de match, il a perdu beaucoup de ballons quand Nantes avait besoin de le garder. Après, il marque quand même le penalty, il n'a pas beaucoup d'occasions pour lui. Il a raté, c'est vrai, pas mal d'enchaînements. Après, c'est un match, on peut passer aussi à côté d'un match à côté plutôt d'une mi-temps, peut-être. Oui, mais même la fin de match, le deuxième but, on peut me dire il y a peut-être faute de Benjamin André sur lui, mais bon, il dégage mal le ballon au départ. Il est malheureux sur ce match-là. Moi, j'oublie pas aussi qu'à Toulouse, il y a 15 jours... il met le deuxième but qui est extraordinaire, qui pour moi est un bel enchaînement. Donc on voit qu'il est technique, qu'il est capable d'apporter des points à Nantes. Donc je ne le critiquerai surtout pas
par rapport à ça. Juste voilà, son match peut-être à Rennes, un petit peu moins bien. Il est un petit peu moins bien, et notamment, c'est vrai, ce début de match où il n'a pas permis en fait, au bloc nantais d'aller aussi haut. Yodabou qui nous dit totalement d'accord avec Fab Pancrate, en direct sur Twitter, des joueurs jeunes, appliqués, consciencieux, mais qui n'osent pas outrepasser leur rôle. Et c'est effectivement bien ce qu'on a un petit peu reproché aux Nantais depuis quelques matchs. Petit Canari qui nous dit, ça y est, le petit orgasme annuel vient de passer pour le Stade Rennais. Retour à la réalité et à la salle des trophées, évidemment. Du côté des supporters nantais, on essaie de chambrer un petit peu. Moi, je voulais revenir avec vous, messieurs, sur Wahbi Khazri, parce que depuis le début de la rencontre jusqu'à la fin, et même après, lorsqu'il a scandé et fait le clapping à la fin, le fameux clapping qui a pas tellement bien réussi, mais bon, c'est pas grave. Le double clapping. Le double clapping raté. Ça a été l'homme du match. On l'a vu partout. D'abord, on l'a vu marquer les 2 buts. On l'a vu être, on l'a dit, entre les lignes, entre les 2 défenseurs, mettre des coups, ne pas avoir le moins de cartons jaunes jusqu'à la 94e minute, ce qui est quand même assez hallucinant. Un sacré duel avec Diego Carlos sur ce match. Je pense que le match retour va valoir quelque chose. Pierre-Arnaud, je voudrais avoir ton sentiment, toi qui étais là-bas. C'était une caution technique dans un match qui en manquait un petit peu. On met un joueur qui a du ballon, qui effectivement va très très vite. Et Rennes, c'est ce que je disais, en début de match, ils essayaient de jouer à une touche de balle et de prendre la défense nantaise dans le dos. Voilà, Wahbi Khazri, pour moi, il a des très bons déplacements, il embêtait les défenseurs. Et ça a été, voilà, ce que je disais, un super duel avec Diego Carlos. Après, il marque 2 buts, il n'a pas beaucoup plus d'occasions. Il ne faut pas oublier que le premier but qu'il marque, c'est Emiliano Sala qui disait ça à la fin du match. Il est quand même hors jeu, mais c'est vrai que c'est une belle réussite, surtout un poste qui n'est pas le sien. Wahbi Khazri, Nico, 26 ans, prêté par Sunderland, qui est sur le point de descendre en 3e division anglaise. Il arrive dans un club qu'il ne connaît absolument pas. C'est lui qui porte le Stade Rennais dans ce match, alors que ce n'est pas son rôle. Comment on peut justement passer comme ça dans un match où on est étincelant? Je pense que c'était bien préparé déjà. S'il a été aussi agressif, aussi percutant, c'est qu'il savait à qui il avait affaire en face. Et que si physiquement il n'existait pas, ça aurait été compliqué pour lui, parce que Diego Carlos, c'est quand même un sacré client physiquement. Donc je pense qu'il faut être prêt à subir l'impact, il faut être prêt à y aller. Et c'est sûrement pour ça qu'il a été très agressif. Il n'a pas voulu se laisser marcher sur les pieds. C'est plutôt lui qui a été dans cette démarche-là. Mais au-delà de ça, techniquement, il a été très bon, très actif. En deuxième mi-temps, on le voit beaucoup, quoi. Il a été jusqu'à la dernière minute, même il a gagné du temps pour permettre à son équipe de se replacer en prenant un carton, son carton jaune à la 90e, 12e, 14e, je sais pas. Donc voilà, mais il n'a pas lâché jusqu'au bout. Donc je veux dire, ce qui lui est arrivé et le fait de marquer 2 buts, c'est mérité par rapport à ça. C'est mérité. Fabrice, quand on est comme ça dans son match, qu'on marque 2 buts, visiblement il s'est fait chambrer un petit peu sur le terrain par les Nantais, il a répondu, il a mis des petits coups dans le dos de l'arbitre. Ça, c'est un vrai bon match d'un footballeur? D'ailleurs, pour un joueur offensif, quand tu finis au temps réglementaire avec 2 buts, ça reste toujours un bon match. Un match presque accompli, j'ai envie de dire même, parce que c'est ce qu'on te demande, et puis qui donne la victoire à son équipe, d'autant plus. Mais effectivement, on l'a vu à la fin, même finir avec des crampes, il était essoufflé et a donné beaucoup sur le front de l'attaque. Contre Diego Carlos, comme disait Nico, c'est un client, c'est pas rien. Et c'est pas le même gabarit. C'est pas le même gabarit, certes, mais Wahbi Khazri est très technique. On ne connaît pas d'aujourd'hui. Je veux dire, à Bordeaux, c'était un élément moteur et déterminant de cette équipe-là. Et aujourd'hui, je pense que Rennes a fait une bonne pioche en le prenant, parce qu'il va leur amener beaucoup de points s'il reste sur ce même gain de forme. Bon, puis comme on sait que maintenant, tu as aussi un rôle d'agent, peut-être un garçon à placer. On va dire conseiller sportif. Parce que quand on dit agent, on fait peur à certaines personnes. Bon, alors donc conseiller sportif. Il faut la carte, la licence. Conseiller sportif, ça passe mieux. Ça passe mieux. Ouais. Bon, en tout cas, Wahbi Khazri, il sera bon à placer, parce qu'à mon avis, il va y avoir de la demande sur le joueur. Kerza Darian qui nous dit les exercices musculaires rennais à la fin de la mi-temps, rarement vu ça. L'envie et l'intensité étaient de leur côté. Et pourtant, c'est un supporter nantais qui le dit, Kerza Darian, qu'on salue au passage. Jérémy Dubleu, les Nantais en Mercedes se font dépasser par un Go Fast rennais. Ça, c'était pour la petite illusion. La Mercedes de Claudio Ranieri, la 2 chevaux de Michel Derzakarian, le Montpellierin. Et puis, je voulais aussi bien qu'on parle d'un homme qui s'est fait expulser, on l'a dit tout à l'heure, Nicolas Palois. Il s'est fait expulser à la 56e minute. On a parlé un petit peu. On disait que son recrutement, au début, Pierre Arnaud, au début de saison, dans l'intersaison, était un peu surprenant, parce que Nicolas Palois n'était pas non plus réputé, notamment pour sa relance, comme ça a pu être le cas d'un autre Nicolas qui est sur le plateau. Oui, enfin moi je l'avoue personnellement, j'étais un peu sceptique par rapport à ce recrutement. Mais après j'étais vraiment surpris en bien par ses prestations. Je trouve qu'il a fait des bons matchs. À Rennes,
ses 4 premiers ballons, c'était 4 dégagements en touche. Effectivement, il n'est pas là dans la relance. Après, pour moi, c'est pas forcément ce qu'on demande à un défenseur central. On lui demande d'être là, d'empêcher les attaquants de passer, et il a fait le job. Voilà, là où sur son expulsion, parce que ce que je disais tout à l'heure, quand on est défenseur, on ne doit pas prendre un carton jaune stupide comme ça sur une faute flagrante, qui est flagrante. Voilà. Sur un tacle, et c'est Clément Auchet qui nous dit Palois, il ne sait pas contrôler un ballon, il sait que dégager, et il fait des fautes grossières. Pas tout à fait tort, mais toi aussi t'en fais des fautes grossières, mais d'orthographe, d'après ce que je vois. C'est vrai que Nicolas Palois, il a suscité pas mal finalement d'enthousiasme au départ. Il y a une grosse intensité et une grosse concurrence avec Kofi Djidji, qu'on va replacer à gauche. À Oisiem, qui est arrivé de Porto. Fabrice n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je pars du principe, peu importe l'entraîneur que tu es, je ne sais pas pourquoi les entraîneurs, quand ils arrivent dans un club, ils ressentent le besoin de tout changer pour apporter leur empreinte à eux. Quand tu as quelque chose qui marche, un modèle qui marche, la logique, il faudrait que tu continues là-dessus. Quand on laisse Conceição à la fin de la saison, il termine 7e, d'accord ? La défense centrale, c'est Kofi Djidji avec Diego Carlos. Faut la laisser. Pourquoi tu la laisses pas ? Pourquoi tu la laisses pas ? En plus, très complémentaire. Diego Carlos, dur sur l'homme, un contre un, costaud. Kofi Djidji, pareil, mais peut couper les courses, très rapide. Pourquoi tu la laisses pas ? En plus, les stats, elles parlaient pour eux. Alors pourquoi là, mais je n'ai pas la réponse, parce que si je l'avais, je la donnerais. Mais c'est là que mon interrogation, je comprends pas. Et en plus, on se prive d'un joueur comme Kofi Djidji dans l'axe, qui sont proches de prédilection, pour le mettre à gauche. C'est pas un cadeau. Ah, c'est loin d'être un moi, cadeau. Pour avoir joué avec Kof, non, je rectifie. Kof, pour avoir joué avec moi, je veux dire, c'est pas un cadeau. Il peut dépanner. Mais on demande aux latéraux modernes aujourd'hui de prendre les côtés, d'apporter des centres, revenir, il faut avoir le coffre. Et Kof, non, lui, c'est un mec qui reste dans sa zone et qui défend. Alors, si tu changes le système de jeu en faisant 3 défenseurs centraux et en 3-5-2, oui, mais là, c'est pas le cas. Il a jamais joué comme ça. Et Kof, non, il déborde pas. Il a tenté, c'était pas... C'est pas son fort. Et tu sais pertinemment, si l'équipe qui est en face, c'est-à-dire pertinemment, on va le voir. Ben, j'ai attends, lui, non, il va pas déborder, centrer pied gauche. Je vais l'attendre et j'attends qu'il revienne son pied droit. Donc, à chaque fois, c'est facile pour la personne qui va se trouver en face de lui pour défendre. Donc, déjà, d'entrée de jeu, moi, je trouve que tactiquement, tu te pénalises. Je suis d'accord avec toi, Fabrice. Après, il faut être aussi tout à fait honnête. Quand en fin de saison dernière, on disait comment cette bonne équipe de Nantes, on peut la renforcer pour l'année prochaine, on se disait, tiens, pourquoi peut-être pas prendre aussi un défenseur central, parce que on avait effectivement Diego Carlos Djidji, mais on n'a pas forcément un complément derrière en cas de suspension, de blessure. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais je suis d'accord avec c'est un titulaire si tu le prends. Bah oui, il va pas se contenter des 30 passants de Djidji et des Diego Carlos. Et ça peut mettre quelque part un peu la mouise dans le club. Bah oui. Ça veut dire qu'il te manque un latéral gauche aussi. Pardon ? Ça veut dire qu'il te manque un latéral gauche. Et ça veut dire surtout qu'il te manque un latéral gauche, puisque Lucas Lima a été utilisé en latéral gauche par Conceição l'année dernière, et Ranieri, dès qu'il est arrivé, il a dit, pour moi, il n'est pas assez fort à ce poste-là, c'est pour ça qu'il a monté d'un cran. Ouais. Sauf que tu n'as pas d'autres latéraux gauche à Nantes. Si, il y a Wilfried Moimbé, mais qui a été mis à la cave, donc il ne joue plus, et du coup, on met Kofi Djidji. Alors, on met Kofi Djidji à gauche, on met Léo Dubois parfois milieu gauche. C'est bizarre quand même de retrouver des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Bah, en fait... J'ai eu cette réflexion-là tout à l'heure quand on parlait de l'équipe par rapport à celle de Conceição l'année dernière. Il faut voir que les compositions d'équipe de Nantes cette année changent à chaque match. Enfin, Claudio Ranieri a mis... On avait Conceição l'année dernière, ces 6 derniers mois, en gros, il avait un 11. Ouais. Enfin, il avait même son 11. Allez, il changeait 1 ou 2 joueurs éventuellement. Là, Claudio Ranieri, il a mis tous les joueurs dans une sorte d'insécurité. Je prends Valentin Rongier qui ne joue pas contre Toulouse. Qui joue après dans qui une sort à la position mi-temps à Dijon, alors que c'est normalement pour moi l'un des meilleurs Nantais, et il change la défense, c'est quasiment jamais la même. La meilleure, sans faire offense au coach, parce que moi je l'admire de tout au point, Ranieri, mais contre Paris Saint-Germain c'était la meilleure. Le double bus, les 2 bus. Non, mais sans parler de bus, mais là c'était trop. Même si j'ai compris après, tactiquement, c'était pour bloquer les phases offensives intérieures, parce que Neymar, il rentre sur le pied droit, donc tu mettais un droitier à gauche, un gauche à droite. Exactement. Mais là, t'étais parti pour souffrir pendant 95 minutes. Et t'as tenu 35. Eh oui, mais c'est un match à part, Paris. Enfin... Non, mais c'est un match à part. Moi, je veux bien. Mais quand tu sais, quoi qu'il en soit, que tu vas perdre, d'accord ? Autant perdre avec tes armes à toi, avec les joueurs qui jouent à leur poste et qui, à la limite, peuvent ne rien à se reprocher s'ils jouent pas bien, et plutôt que de jouer dans des contextes qui ne sont pas le leur, parce que déjà, c'est pas un cadeau de leur faire ça. Qui plus est contre Paris, qui plus est au Parc des Princes, devant je sais pas combien de milliers de spectateurs.
Et en plus, à 21h, non, c'était à 17h. 17h le samedi. Non, mais attends, c'était incompréhensible. Incompréhensible parce que c'était voué à l'échec. Même si tu voulais jouer défensivement face à une équipe telle que celle-ci, autant jouer avec tes armes et les joueurs à leur poste. Pour moi, c'est vrai qu'après, contre Paris, pour moi, il n'y a pas de solution. Ils peuvent jouer avec, ils peuvent en prendre 8. Mais là, tu les pénalises. Ne dénaturons pas non plus l'équipe. Eh oui, c'est comme... Bien sûr. C'est un petit peu comme si tu demandais à un cuistot de faire des œufs au plat avec un faitout. Attends, arrête. Il faut une poêle. Ah bien, on voit que tu sais faire les œufs au plat. Attends. On voit que tu sais faire les œufs au plat. Celle-là, on va la garder effectivement. Alors, Max Rabibi qui nous dit Tatarou-Sanou, puisqu'on parle du gardien nantais maintenant, doit sérieusement se remettre en question, trop de nonchalance. Et ça là, lui, doit être plus juste techniquement, ça on en a déjà parlé. Tatarou-Sanou, rapidement, un peu moins bien depuis quelques matchs. Oui, la première alerte, c'était à Bordeaux, où il avait fait des petites interventions limites. Et puis, bon, après, là, il fait sur le match à Rennes, on peut rien lui dire. Il fait des bons arrêts. Quand c'était chaud, avant le deuxième but rennais, il était présent sur les ballons aériens. On ne peut pas lui reprocher grand-chose sur les buts. Il est moins décisif simplement qu'il ne l'était déjà en début de saison. Clément Chepalois, il ne sait pas contrôler un ballon, il sait que dégager, faire des fautes grossières. Ça, on l'a déjà dit, ça fait 2 fois. Excusez Nicolas Palois. Ludo Sticanari, Monaco dans la foulée. Évidemment, ça c'est la suite du programme pour les Nantais demain soir. Difficile mois de novembre. Le réalisme, la réussite nous échappe. Début d'une mauvaise série, point d'interrogation. Monaco, on en parle, messieurs, rapidement. Vous voyez comment ce scénario face à Monaco? Monaco n'est pas bien du tout. A pris beaucoup de buts alors qu'ils étaient très solides avant. Je pense qu'ils vont venir un peu pour... ça reste que si les deux équipes viennent pour se rassurer et être solides, ça peut donner un bon vieux 0-0. Ouais. Monaco, c'est, on va pas dire plus faible, beaucoup plus faible que l'an passé, mais c'est moins bon. Ouais, c'est moins bon que l'an passé. Ils sont toujours en haut du classement parce qu'ils ont une ossature d'équipe qui fait que ces joueurs qui se connaissent depuis un certain temps auront des résultats, ils seront présents à la fin de la saison. Mais c'est largement moins bon, on le sent. Bagayoko au milieu, il manque. Moutinho, c'est plus situé. Pareil pour Adriano. C'est Adriano? Non. C'est Fabinho. Fabinho, au milieu de terrain. Ouais. Mendy, il ne prend plus le couloir, il n'est plus là, donc c'est pas pareil aussi. Voilà. Il ne prend plus le couloir, mais non, forcément. Il le prend moins. Mais tous ces paramètres a fait que ce Monaco qu'on a vu en demi-finale de Champions League et cette force d'attaque qu'ils avaient l'année dernière, sans compter Mbappé qui est passé au Paris Saint-Germain. Donc, et bien sûr, et voilà. Et donc, moins fort, forcément moins fort. Ouais. Surtout défensivement, moi je trouve. Ouais. Et pourtant, c'est peut-être là où, malgré le départ de Mendy, c'est là où Jemerson est resté, Glick est resté, Subasic est resté. C'est différent de l'année dernière. L'année dernière, c'est toujours... En fait, ce qui peut mettre une équipe en difficulté, c'est quand on maîtrise moins le ballon. Et l'année dernière, ils poussaient toute leur attaque au bout. Ça finissait par une frappe, par un 6 mètres, un corner, un but, mais les actions se finissaient. Donc du coup, ce qui se passait, c'est que l'équipe adverse, elle avait tout le terrain à remonter avant de faire le contre. Là, ils perdent des ballons beaucoup plus tôt sur le terrain, et ça les met en difficulté, forcément. Mais là, j'espère me tromper pour le match de demain, mais ça sent le match fermé. Ça sent le match fermé parce que les deux équipes ont besoin de se rassurer. Et je pense pas si Monaco vient en essayant de se rassurer, ils vont pas sortir beaucoup. Sinon, quand ils vont sortir, sinon tu as le même état d'esprit, ça va faire un match avec peu de rythme et avec peu d'occasions. Alors j'espère me tromper, j'espère que ça va être un superbe match, que tout le monde va se régaler. Oui, parce qu'il y aura du monde. Parce qu'il va faire froid en plus. Il va faire froid, il y aura du monde, quasiment 30 000 à la Beaujoire. Tu y seras, Fabrice? Oui, j'y serai, effectivement. Bon, impeccable. Une défaite, mais toujours 5e qu'on nous dit sur Twitter. Ne pas oublier qu'on a fait le boulot avant, qu'il est normal d'avoir un petit coup de mou. À un moment donné, ça tombe bien, on va regarder le classement ensemble, des Nantais qui, malgré leur 4e défaite en 5 matchs, toutes compétitions confondues, restent 5e donc, de la Ligue 1 avec quelques points d'avance quand même sur Caen, Montpellier et Saint-Étienne derrière. C'est ce qui est rassurant parce que c'est vrai que les Nantais là, vont avoir, et on va le voir ensemble, la suite des événements, le match à Monaco contre Monaco demain soir à la Beaujoire. Et puis ça va s'enchaîner avec le calendrier, le déplacement à Saint-Étienne dimanche, la réception de Nice d'ici une dizaine de jours. Et puis pour finir à la Beaujoire l'année, ce sera le derby face à Angers. Autant dire qu'on disait un mois de novembre à risque pour le FC Nantes. Ok, il y a eu le déplacement à Paris, défaite, ça on s'y attendait, 99,9%. Rennes,
Une défaite dans le derby, malheureusement, ça fait quelques années que Je m'y attendais pas. ça dure. Tu t'y attendais pas? Oh non, franchement, non. Ah ouais, Mais tu pensais à un coup. c'est plutôt Rennes qui était dans Qui était dans le la dur. panade, qui était dans le dur, et non pas Nantes. Donc je m'attendais vraiment pas à cette défaite-là. Bon, et alors, tu t'attends à quoi sur cette fin d'année? Ben, j'ose espérer que là, c'est vrai, ils vont recevoir des équipes du haut de classement, mais je pense que Nantes peut s'en sortir avec allez, je dirais 2 victoires à nul. 2 victoires à nul, Ouais. ce qui les amènerait quand même à 30 points. Ouais. 2 victoires à nul. T'es dans le même Ouais. état d'esprit qu'avant? Aussi. Après, c'est difficile quand on voit les séries comme ça, le calendrier. Je me souviens aussi que il y a, je sais plus, c'était en octobre, on avait aussi une grosse série avec, on se disait, il faut prendre les points parce que c'est les équipes potentiellement à notre portée avec des matchs extérieurs. Finalement, cette série-là, Nantes a quasiment tout gagné. Donc, voilà, comme disait le Twittos tout à l'heure, les points ont été pris, Déjà tant en mieux. début de saison. Ouais. Voilà, c'est vrai que là, ça fait un bel enchaînement. Monaco, je pense, effectivement, ils sont pas bien. Il faudrait éviter de les relancer. Et même Nice, c'est pareil. Angers, c'est pareil. Ça va être des matchs tendus, je pense. Des matchs tendus. Atlas Foot FR qui nous dit petit à petit notre avance au classement fond, comme neige au soleil. Si notre réveil est trop tardif, on va chuter gravement. Et puis, il y a un supporter certainement monégasque qui nous donne une petite statistique qui est peut-être pas faite pour nous rassurer. Vincent Petitpez nous dit, soyons rassurés, Monaco n'a jamais perdu 3 fois de suite sous Leonardo Jardim. En plus, l'ASM va bien mieux à l'extérieur. Qui n'est peut-être pas de nature à être très optimiste avant ce match face à Monaco. Donc demain soir, à la Beaujoire, des Nantais qui seront encouragés, on l'a dit, par quasiment 30 000 supporters au stade de la Beaujoire, dont Fabrice Pancrate, donc peut-être Nicolas Gillet aussi. Ouais, malheureusement. Bah non, il y a trop de boulot. Ouais. Il y a trop de boulot, donc il ne sera pas là, mais il va regarder bien évidemment le match tranquillement chez lui. Puis Pierre Arnaud sera... Oui, je trouve ça... Et donc on pourra voir tous ceux qui seront à la Beaujoire, le retour de... Et oui, il est là. Riri, le canari. Voilà. Il est de retour. La mascotte qui sera bien présente au stade de la Beaujoire donc demain. On espère que ça sera de bon augure pour les Nantais. On va remercier Fabrice Pancrate, qu'on verra donc demain soir. Merci à toi Fabrice, merci à Nico Gillet d'être revenu sur ce plateau de Canary Play, à Pierre Arnaud Bar d'avoir découvert le nouveau studio. Ouais, et super. puis sachez que les portes sont ouvertes, hein, vous pouvez revenir quand vous voulez. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci à toutes les équipes techniques pour ce nouveau Canary Play. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye.